Bonjour chers élèves, je vous propose aujourd'hui une activité qui concerne la préparation à l'examen régional. On va voir aujourd'hui une épreuve qui a fait l'objet d'un examen régional dans la région de Meknès, Fès et région. Donc le travail se concentrera sur l'épreuve dans ces deux parties, que ce soit l'étude de texte ou la production écrite. Commençons donc par la lecture du texte. La lecture du texte est une étape importante dans la compréhension et la réponse, le processus de réponse aux questions qui sont posées dans l'examen régional. Commençons donc. Un vendredi, mon père, gonflé d'orgueil, raconta à ma mère la conversation qu'il avait eue la veille avec mon maître, rencontré dans la rue. Le frère lui avait assuré que si je continuais à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, je deviendrais un jour un savant dont il pourrait être fier. Certes, ce n'était pas le but que je poursuivais. Le mot savant évoquait pour moi l'image d'un homme obèse à figure très large, frangé de barbe, aux vêtements amples et blancs, au turban monumental. Je n'avais aucune envie de ressembler à un tel homme. J'apprenais chaque jour ma leçon parce qu'il me semblait que mes parents m'en aimaient davantage et surtout j'évitais ainsi la rencontre avec la lancinante baguette de cognacier. Je m'étais tracé un vague programme jusqu'au déjeuner. J'apprenais avec ferveur les versets tracés sur ma planchette. L'après-midi, je m'accordais 2 bonnes heures de rêve tout en faisant semblant de scander les paroles sacrées. À cette récréation, je devais tout mon entrain. Mon esprit s'échappait des étroites limites de l'école et s'en allait explorer un autre univers. Là, il ne subissait aucune contrainte. Dans cet univers, je n'étais pas toujours un petit prince auquel obéissaient les êtres et les choses. Il m'arrivait parfois de devenir homme. L'homme que je souhaitais être plus tard, je me voyais simple et robuste, portant des vêtements en laine grège, les yeux pleins de flammes et le cœur débordant de tendresse. Donc voici le texte, il faut le lire à maintes reprises et essayer d'en comprendre et d'en saisir les différents sens. Passons maintenant aux questions. Première question, il y a 4 erreurs d'information dans ce texte de présentation. Corrigez-les puis recopiez le texte. Donc la question est notée sur un point. Donc chaque erreur, chaque correction de l'erreur est sur 0,25. Très bien, donc lisons le texte dans lequel on doit repérer les erreurs. La boîte à merveilles est un roman à thèse. Alors ça, c'est une première erreur. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'un roman à thèse, mais d'un roman autobiographique, publié au XIXe siècle. Deuxième erreur. Le roman La boîte à merveilles n'est pas publié au XIXe siècle, mais au XXe siècle. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de 7 ans. Troisième erreur. L'enfant, Sidi Mohamed, est âgé plutôt de 6 ans, vivant aux environs de Fès. Quatrième erreur. Il ne vit pas dans les environs de Fès, mais à Fès, dans l'ancienne Médina de Fès. Donc voici les 4 erreurs que le texte comprend et que l'on doit corriger. Prenons donc la correction de ces 4 erreurs. La boîte à merveilles est un roman autobiographique. Il est publié au XXe siècle. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de 6 ans vivant à Fès ou dans l'ancienne Médina de Fès. Deuxième question. Répondez aux questions suivantes pour situer l'extrait dans l'œuvre. L'enfant a repris goût à l'école grâce au changement de décor du MSID, à la venue d'un nouveau frais, à l'achat de nouveaux vêtements. Choisissez la bonne réponse. Donc, pour situer le texte ici, on vous demande de donner l'information concernant
ce qui a poussé le petit enfant à reprendre goût à l'école. Alors, bien sûr, si vous lisez le texte qui vient juste après celui-là, qu'on est en train d'étudier, vous saurez qu'il y a eu un déménagement du Msid à cause de la chaleur et qu'on s'est déplacé dans un sanctuaire et que Sidi Mohammed a repris tout à coup goût à l'école. Donc la réponse correcte est Sidi Mohammed a repris goût à l'école grâce au changement de décor du Msid. Question numéro 2, B. Avant, pourquoi avait-il peur d'aller à l'école coranique? Alors bien sûr, il reprend le narrateur, le personnage principal, Sidi Mohammed. Donc pourquoi il avait peur d'aller à l'école coranique? Proposition de réponse, Sidi Mohammed avait peur auparavant d'aller au Msid car il craignait le maître et sa baguette de cognacier qui mordait souvent la chair fragile de ses oreilles. Donc voilà, donc c'est la violence du fiqh qui faisait en sorte que Sidi Mohammed avait toujours peur de l'école coranique. Passons à la question numéro 3. Le narrateur apprenait ses leçons pour faire plaisir à son maître. A. D'après votre lecture de l'extrait, cette affirmation est-elle vraie ou fausse? B. Relevez dans le texte une expression pour justifier votre réponse. Alors, si on veut répondre à cette question, il faut revenir au paragraphe numéro 1. Donc, cette affirmation est bien entendu fausse. L'expression qui le montre, c'est « J'apprenais chaque jour ma leçon parce qu'il me semblait que mes parents m'en aimaient davantage. » Donc, il faut revenir au paragraphe numéro 3, donc, dans lequel il dit « J'apprenais chaque jour ma leçon parce qu'il me semblait que mes parents m'en aimaient davantage et surtout, j'évitais ainsi la rencontre avec la lancinante baguette de cognacier. » Donc, à la lecture de cet extrait, on sait que cette affirmation est fausse. Le narrateur n'apprenait pas ses leçons pour faire plaisir à son maître. Il apprenait ses leçons parce qu'il pensait que le fait d'apprendre ses leçons rendait ses parents plus aimants et pour éviter d'être violentés par le maître. Question numéro 4. Quel sentiment le père éprouvait-il en racontant à son épouse sa rencontre avec le maître du Msid? Donc, pour répondre à cette question, il faut revenir au paragraphe numéro 1 du texte, donc, qui est le suivant. Un vendredi, mon père, gonflé d'orgueil, raconta à ma mère la conversation qu'il avait eue la veille avec mon maître rencontré dans la rue. Donc, le sentiment qui apparaît dans cette phrase, dans cette première phrase, c'est le sentiment d'orgueil. Donc, la réponse serait le sentiment que le père éprouvait en racontant à son épouse sa rencontre avec le maître du Msid est l'orgueil. Quatrième question, B. La figure de style employée pour mettre en valeur le sentiment du père est-elle une hyperbole, une antithèse ou une anaphore? Donc, c'est une question à choix multiple. Donc, on vous demande de choisir l'une de ces trois réponses. Alors, lisons la phrase pour savoir de quelle figure de style il s'agit. Un vendredi, mon père gonflé d'orgueil. Alors, bien entendu, le père n'était pas littéralement gonflé d'orgueil. On est en train d'exagérer l'expression. Donc, il s'agit bien entendu d'une hyperbole. La réponse serait donc la figure de style employée pour mettre en valeur le sentiment du père est une hyperbole. Bien, passons à la question numéro 5. Le fiqh avait assuré au père que si son fils continuait à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendrait un jour un savant. Donc ici, on vous demande de refaire cette phrase au discours direct en commençant par le fiqh avait assuré au père. Donc il faut noter qu'on vous demande de passer du discours indirect au discours indirect et non pas le contraire. Bien sûr, toutes les transformations
se feront sur les mêmes éléments que quand on fait le passage du discours direct au discours indirect. Alors bien sûr, ce qui va varier ici, c'est le pronom possessif sans, la conjugaison du verbe continuer et la conjugaison du verbe deviendrait. Bien entendu, sans va devenir tu ou votre ou ton. Et continuer va devenir, puisqu'il s'agit ici de l'imparfait, l'imparfait devient présent et deviendrait qui est au conditionnel deviendrait, prendrait plutôt le futur. Donc la réponse serait la suivante. Le frère avait assuré au père, si ton fils ou bien si votre fils continue à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendra un jour un savant. Voilà, donc passons à la question numéro 6. Quelle image le mot savant évoquait-il pour le narrateur? Alors pour répondre à cette question, il faut prendre le paragraphe numéro 2 qui est le suivant. Certes, ce n'était pas le but que je poursuivais. Le mot savant évoquait pour moi l'image d'un homme obèse à figure très large, frangé de barbe, aux vêtements amples et blancs, au turban monumental. Donc pour le narrateur, le mot savant évoquait un homme obèse à figure très large, frangé de barbe, aux vêtements amples et blancs et au turban monumental. Question numéro 6b. Cette image est-elle présentée de manière valorisante ou bien dévalorisante? Alors bien sûr, ici on vous demande si on décrit le savant d'une manière positive ou bien négative. Alors pour savoir s'il s'agit d'une description, d'une présentation positive ou négative, il faut se référer aux adjectifs et aux expressions utilisées. S'il s'agit d'adjectifs et d'expressions à connotation positive, on va parler de présentation valorisante. S'il s'agit au contraire d'adjectifs et d'expressions à connotation négative, on va parler de présentation dévalorisante. Alors prenons ces éléments-là, l'adjectif obèse, il a bien entendu une connotation négative, figure très large, frangée de barbe, turban monumental, donc vous remarquez qu'il s'agit d'expressions et d'adjectifs aux connotations négatives. Donc il s'agit d'une présentation dévalorisante car elle représente le savant de façon caricaturale et stéréotypée. Bien sûr, dans cette question, vous n'avez pas besoin de justifier, il suffit de dire qu'il s'agit d'une présentation dévalorisante. Question numéro 7a. À quelle activité le petit enfant se plaisait-il l'après-midi? Donc, pour répondre à cette question, on doit revenir à ce paragraphe-là. Je m'étais tracé un vague programme jusqu'au déjeuner. J'apprenais avec ferveur les versets tracés sur ma planchette. L'après-midi, je m'accordais 2 bonnes heures de rêve, tout en faisant semblant de scander les paroles sacrées. Donc voilà le paragraphe. Donc, quelle est l'activité dans laquelle l'enfant se plaisait l'après-midi? C'est l'enfant se plaisait à rêver en faisant semblant de scander les paroles sacrées. Donc, il s'adonnait au rêve, il rêvassait, l'enfant rêveur qu'il était. Donc, il était en train de rêver comme il le faisait toujours. Bien, passons à la question numéro 7b. Relever un trait physique et un trait moral de l'homme qu'il voulait devenir plus tard. Il m'arrivait, alors prenons pour répondre à cette question le dernier paragraphe, il m'arrivait parfois de devenir homme, l'homme que je souhaitais être plus tard, je me voyais simple et robuste, portant des vêtements en laine grège, les yeux pleins de flammes et le cœur débordant de tendresse. Donc on vous demande ici de relever un trait physique de cet homme que Sidi Mohammed voulait devenir et un trait moral. Alors,
Les éléments soulignés sont les éléments descriptifs, donc simples et robustes, des yeux pleins de flammes, le cœur débordant de tendresse. On peut relever donc deux traits, un trait physique et un trait moral comme suit. Le trait physique robuste et le trait moral, le cœur débordant de tendresse. Bien, passons à la 8e question. À votre avis, le petit enfant avait-il raison de faire semblant d'apprendre ses leçons l'après-midi? Justifiez votre réponse par un argument pertinent. Alors bien sûr, il s'agit ici d'une réaction face au texte. On vous demande votre point de vue personnel. On ne cherche pas une réponse qui se rapporte à l'œuvre ou bien au texte. La réponse ne se trouve pas dans le texte, mais c'est une réponse personnelle. Toutes les réponses se valent. Il faut juste qu'elles soient logiques, cohérentes et bien formulées. Donc, voici ici une proposition de réponse. À mon avis, l'enfant avait tort de prétendre apprendre ses leçons alors qu'il est en train de rêver, car, à mon sens, prétendre est aussi répréhensible que mentir. Passons à la dernière question. Aimez-vous préparer aux examens seul ou en groupe? Justifiez votre réponse par un argument personnel. Donc, encore une fois, ici, toutes les réponses se valent. Il faut juste que votre réponse soit logique, cohérente et bien formulée. Donc, une proposition de réponse. Personnellement, je préfère préparer aux examens en groupe car cela me donne l'occasion de me mesurer à mes camarades et à profiter de leur compréhension des cours. Passons donc à la production écrite, qui est notée sur 10 points. Prenons tout d'abord le sujet. Le sujet est le suivant. Il est évident que les parents doivent aider leurs enfants à prendre la bonne décision concernant leur avenir. Cependant, certains de ces parents vont parfois jusqu'à obliger leur fille ou leur fils à choisir une branche, une filière ou une option qui ne convient ni à leur goût, ni à leurs préférences, ni à leurs capacités. Que pensez-vous de ce comportement? Rédigez un texte dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples appropriés. Bien, donc je vous donne tout d'abord un exemple d'une méthode de travail. Alors, il est impératif de lire le sujet à plusieurs reprises de façon très approfondie pour pouvoir bien s'imprégner du sujet et le comprendre. Ensuite, il faut identifier les mots-clés. Dans ce sujet, il s'agit des mots les parents, aider, prendre la bonne décision, obliger, goût, préférence, capacité. Ensuite, je vous suggère de reformuler la consigne en la personnalisant. Qu'est-ce qu'une consigne? C'est ce qu'on me demande de faire. Donc, pour trouver la consigne, je dois me dire devant le sujet, qu'est-ce qu'on me demande de faire? La réponse est la suivante. On me demande de développer une réflexion au sujet des parents qui prennent des décisions à la place de leurs enfants sans accorder d'importance au goût, aux préférences et aux capacités de ces derniers. 4. Il faut choisir un plan approprié. Pour ce sujet, il est tout à fait approprié d'utiliser le plan dialectique, le plan concessif ou le plan analytique. Je vais vous proposer un plan ici dialectique, mais commençons tout d'abord par la rédaction de l'introduction. Alors, pour rédiger l'introduction, il faut d'abord amener le sujet, l'amorcer, faire une sorte de mise en situation générale, parler de façon globale du sujet, le présenter, le définir s'il s'agit d'un phénomène, recourir à l'œuvre ou à des citations, etc. Ensuite, il faut présenter la problématique, ce qu'on appelle problématiser, c'est-à-dire poser le problème sous forme de question. Ensuite, annoncer le plan en soulignant par exemple les grandes lignes de notre plan, les idées majeures que l'on va aborder dans notre développement. Je vous propose une introduction rédigée.
les parents sont tout le temps préoccupés par l'avenir de leurs enfants. Ils veulent que ces derniers fassent les meilleurs choix. Cette préoccupation pousse certains parents à vouloir prendre des décisions à la place de leurs enfants en leur imposant des filières spécifiques ou une orientation scolaire particulière qui ne convient pas nécessairement aux préférences et aux capacités des enfants. Dès lors, on peut se demander, les parents ont-ils le droit de faire ce genre de choix à la place de leurs enfants? Ensuite, on passe au développement. Donc, si on choisit le plan dialectique, il faut tout d'abord formuler la thèse en l'appuyant d'arguments et d'exemples pertinents, en disant par exemple, certaines personnes ou bien certains parents pensent qu'il est tout à fait judicieux de choisir à la place de ses enfants car, par exemple, des exemples d'arguments qu'on peut utiliser, les parents ont plus d'expérience dans la vie et peuvent ainsi faire de meilleurs choix. Les enfants, par contre, n'ont pas les moyens de planifier leur avenir et de faire des choix susceptibles de leur garantir la réussite. Les parents connaissent mieux que quiconque les capacités et les affinités de leurs enfants, etc. Donc, on formule la thèse et on la soutient avec des arguments et des exemples. On passe ensuite à l'antithèse, on suit le même procédé, donc on formule l'antithèse en l'appuyant d'arguments et d'exemples pertinents, comme ici par exemple. D'autres parents pensent le contraire, ils estiment que l'on n'a pas le droit de choisir à la place de nos enfants car en faisant cela, on usurpe leur avenir, l'enfant ne réussira jamais dans un domaine qu'il n'apprécie pas. La clé de la réussite est d'abord d'aimer ce que l'on fait et de faire ce que l'on aime, etc. Et vous pouvez bien sûr trouver d'autres arguments pour soutenir ce genre d'antithèse. Bien, passons à la conclusion. Alors pour conclure, il faut bien sûr synthétiser les idées formulées dans le développement, donner son point de vue, proposer une ouverture du sujet sur d'autres sujets connexes. Je vous propose donc une conclusion rédigée pour ce sujet. À mon sens, le rôle des parents doit être celui de guider et d'orienter leurs enfants. Imposer de choix incompatibles avec la personnalité de l'enfant ne peut qu'être contre-productif et avoir des conséquences négatives sur l'évolution de l'enfant. Donc voilà un exemple d'une méthode de travail pour rédiger dans ce genre de sujet et je vous remercie pour votre attention et bonne continuation.